Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire de la C6. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Donc vous êtes très nombreux pour ce deuxième webinaire. Il y a plus de 34 centres hospitaliers qui nous rejoignent. Vous êtes à peu près 120 participants. On espère que ça va être une matinée très interactive. Donc ces participants, il y a des hôpitaux de toute la France, mais également nos collègues suisses que je salue, nos collègues luxembourgeois et également belges qui nous ont rejoints pour voir ce qui se passe un petit peu en France sur ces fameuses ISPIC, infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque. Donc ce webinaire est constitué, comme vous le savez, de 2 demi-journées. Cette première journée, c'est pour vous montrer comment ce nouveau métier d'infirmière spécialisée en insuffisance cardiaque va changer la donne via, bien sûr, le protocole de coopération et comment on peut vraiment améliorer la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. On espère vous convaincre pour après assister à notre deuxième webinaire qui va être comment créer sa C6, sa cellule d'expertise et de coordination d'insuffisance cardiaque sévère dans votre hôpital. Donc je ne veux pas être plus long. Donc je suis donc Thibaut Damy, cardiologue au CHU Henri Mondor. Je suis avec Armelle Duchesne qui est cadre et responsable de l'article 51 insuffisance cardiaque qui veut démontrer bien sûr l'efficacité de l'ISPIC au quotidien de l'insuffisance cardiaque. On a deux parties dans cette première demi-journée qui est tout d'abord l'intérêt de la consultation de titration. Vous allez voir avec le professeur Ittinger et Sandrine Diaz. Et puis après, la télésurveillance avec Aurélia Gauchard et Sylvia Oguina. Voilà, je vais faire vraiment très court. Je vous souhaite une bonne matinée interactive et je voulais remercier les laboratoires Novartis, notamment Stéphanie Rochette et Célia Serdon, qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour nous aider à monter ce webinaire. Et puis bien sûr, tous ceux qui sont à la technique avec Emma Clinique. Voilà, très bon webinaire et à tout à l'heure pour la table ronde. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis le professeur Ittinger. Je travaille dans l'insuffisance cardiaque depuis d'assez nombreuses années. Et donc, avec Sandrine Diaz, qui est infirmière spécialisée dans l'insuffisance cardiaque, nous allons vous parler de la consultation de titration. Alors, vous devez avoir reçu ce petit booklet qui vous présente l'ensemble des diapos qui vont être présentés. Il y a eu des petites modifications, mais qui sont complètement à la marge. Donc, je vais commencer mon exposé. Donc, simplement en faisant dans un premier temps un rappel sur le fait que il va y avoir ces deux demi-journées, comme l'évoquait Thibaut Damy, et donc peut-être dans un premier temps faire un bref rappel sur le protocole de coopération dans l'insuffisance cardiaque pour ceux qui ne sont pas familiers, connaître un petit peu les grands principes, parce que c'est essentiel d'avoir compris, et comme le disait Thibaut, en fait, Armelle Duchesne, la semaine prochaine, vous le présentera de façon plus détaillée. Une première chose à prendre en considération, c'est qu'on est dans le cadre d'une sorte de petite révolution, puisqu'on va faire un transfert de compétences. Ça va induire une réorganisation et une modification très importante de l'activité de chacun, et notamment des actes. Et quelque part, ce qu'il faut vraiment avoir compris, c'est qu'il va y avoir une acquisition de nouveaux savoir-faire, mais également de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences qui vont être en grande partie transférées donc, au personnel infirmier, paramédical. Il faut savoir aussi que c'est une procédure très particulière, puisqu'en France, c'est une procédure dérogatoire, que c'est aussi une démarche volontaire. Il n'y a pas la nécessité de s'impliquer si on ne le souhaite pas, mais c'est une démarche volontaire des professionnels de santé, et qu'il va y avoir des obligations, bien entendu. D'une part, bien entendu, la participation du patient au travers d'un consentement, et d'autre part, la nécessité qu'il adhère au protocole. Il y a des limites également qui vont être bien définies, avec un périmètre qui va être précis. Il va falloir avoir acquis des connaissances et une expérience. Il y a le cadre du protocole sur lequel on reviendra, et puis les arbres décisionnels que vous pourrez voir en partie dans la première présentation ainsi que dans la seconde. Alors juste pour simplement comprendre comment ce protocole de coopération s'est mis en place, la première chose, c'est de considérer que c'est au niveau de l'État finalement que le sujet a été abordé autour de la loi de finances de 2017 et pour 2018, considérant qu'en fait l'insuffisance cardiaque en France, mais je crois que c'est un peu partout dans le monde, constitue un coût très très important. Et donc il y a un certain nombre de priorités qui ont été définies avec des protocoles de coopération qui ont conduit en fait à mettre en avant
certain nombre, dans le cadre d'arrêter, un certain nombre de pathologies, dont les pathologies cardio-neurovasculaires. Et par ailleurs, un autre élément qui nous intéresse, c'est la prévention de l'hospitalisation, le maintien à domicile des personnes âgées. On voit bien que l'insuffisance cardiaque rentre dans ces deux cadres précis. Optimiser la prise en charge des patients insuffisants cardiaques, ça veut dire un certain nombre de choses. Comme vous le savez, en fait, le retard au diagnostic est important, donc la prise en charge précoce est un objet essentiel. Et d'autre part, c'est le suivi rapproché du patient pour faire en sorte que l'on puisse intervenir au plus tôt. Qu'est-ce que ça signifie pour chacune partie? Pour les patients, ça veut dire avoir la capacité d'avoir un traitement optimisé. On reverra tout à l'heure l'importance de cette optimisation dans un cadre bien précis avec une dynamique qui se fera tous les 15 jours. C'est faciliter également la prise en charge ambulatoire de façon à faire en sorte que les patients puissent rester au maximum à domicile, faciliter la coordination des actions en cas d'alerte, et on reverra tout à l'heure la question des alertes, et enfin améliorer la qualité de vie du patient. Donc on voit que pour le patient, il y a un vrai bénéfice à tout cela. Pour le délégant, donc pour le cardiologue, ce qui est essentiel, c'est déjà d'avoir bien compris qu'il y a des recommandations. Alors bien sûr, les recommandations diffèrent d'un pays à un autre. Ici en France, c'est la Haute Autorité de Santé. C'est également assurer un parcours de soins coordonné, donc ça s'inscrit bien dans la loi, et c'est de combiner des stratégies nationales d'amélioration des parcours de soins chroniques avec le développement de nouveaux métiers et notamment un certain nombre d'innovations en lien avec le numérique. Et puis c'est également, dans le cadre de l'équipe, accroître la satisfaction de travail et améliorer la qualité des pratiques. Pour les délégués, ça veut dire quoi? Ça veut dire acquérir de nouvelles compétences, ça veut dire diversifier les activités, notamment en réalisant des actes médicaux de façon autonome et améliorer l'attractivité du métier et favoriser l'expertise infirmière. C'est enfin participer à la réorganisation du système de santé. Et pour l'institution, c'est participer à une politique de développement et de pratiques avancées, et en particulier favoriser la recherche paramédicale et les protocoles de coopération. Alors, une fois qu'on a défini tout ça, qu'est-ce que cela contient? Eh bien, c'est décider d'une part l'inclusion d'un patient, et on reverra tout à l'heure avec Sandrine de quelle manière ça se fait. C'est prescrire et interpréter un ECG et alerter si besoin. Et là, on voit bien que là, c'est vraiment l'acquis de nouvelles compétences pour l'infirmière. C'est prescrire et analyser les bilans biologiques, donc qui vont être complets. C'est prescrire au regard l'adaptation des posologies nécessaires aux patients. Et ça, c'est également un élément important sur lequel Sandrine reviendra. C'est aussi effectuer un examen clinique en distanciel et décider d'une conduite à tenir de façon à pouvoir, sur la base des informations recueillies, faire un certain nombre de propositions. Et puis, et vous le voyez là encore, c'est bien une évolution du métier d'infirmière, c'est rédiger des courriers vis-à-vis des partenaires habituels, le cardiologue, le médecin traitant, le généraliste ou les autres spécialistes. Donc vous voyez que c'est véritablement un acte très particulier. Puis au final, c'est de conclure et rédiger des comptes rendus à envoyer aux correspondants. Donc on voit bien que c'est un moment particulier, mais qui va être essentiel. Il faut bien considérer également qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout impliquées. Par exemple, le bilan étiologique de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ne rentre pas dans ce cadre. De la même manière, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ne rentre pas également dans ce cadre. Certaines prises en charge thérapeutiques, notamment la décision de mettre un pacemaker ou un défibrillateur, entre dans le cadre. Et puis par ailleurs, il y a toute la gestion des comorbidités associées. Vous savez que les patients insuffisants cardiaques sont souvent des patients âgés. Et souvent, en fait, ils ont des comorbidités importantes. Et ce qui est essentiel et ce qu'indique la flèche, c'est qu'ensuite, finalement, le patient doit être réadressé au médecin traitant ou au cardiologue de façon à ce qu'il puisse assurer cette prise en charge. Autre chose importante, pour pouvoir acquérir ces éléments, il faut participer à un certain nombre de formations que vous détaillera prochainement Armel. Donc je vais passer rapidement. Qu'est-ce que ça signifie comme recommandation de bonne pratique? C'est avoir déjà une bonne connaissance du cadre réglementaire. Ça, c'est vraiment important parce que, je vous rappelle, on est en système de dérogation. Donc ça veut dire de bien avoir lu l'ensemble des documents. C'est également atteindre une maîtrise des arbres décisionnels. Et vous le verrez tout à l'heure avec Sandrine, vous en verrez un certain nombre d'éléments. Et puis c'est aussi, et ça c'est sûrement le plus important, avoir défini une organisation entre le délégant et le délégué. Et ça veut dire des choses très importantes comme avoir une fluidité dans le travail, savoir qui est présent à quel moment,
Et puis, c'est également faciliter les circuits de communication sur lesquels on pourra revenir. Et une chose qui me paraît la plus importante, c'est vraiment de travailler en confiance pour pouvoir faire bénéficier le patient d'un maximum de choses. Alors, juste maintenant, quelques diapositives que j'ai résumées par rapport à ce que vous trouviez dans le petit livret. D'une part, vous montrez, bon alors en France, on connaît bien cette étude qu'on appelle Impact Réco, en fait, qui essayait sur 2 années successives, regarder un petit peu quels étaient les taux de prescription des différents médicaments clés de l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez sur les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les 2 petites barres en fait témoignent en fait du pourcentage de patients qui reçoivent des IEC à pleine dose. Donc vous voyez qu'on était plutôt aux alentours de 50%. Quand on regarde la dose de 50%, on augmente à 80 ou 94%. Je ne vais pas détailler plus. Vous voyez que pour les bêta-bloquants, on était beaucoup plus bas et que pour les antagonistes de l'angio-2, on était également à des niveaux faibles. Alors, donc ça, c'était sur les années 2005-2006. Qu'est-ce qu'il en est au niveau européen? Eh bien, vous regardez là, c'est une analyse un petit peu générale des différentes prescriptions. Et vous voyez ici qu'on retrouve à peu près les mêmes taux. Vous voyez que pour les IEC, on est aux alentours de 50%. Pour les bêta-bloquants, on est plutôt aux alentours de 30%. Pour les antagonistes, les antagonistes des bloqueurs du système rénine-angiotensine et les anti-aldo, on est plutôt aux alentours de 50%. Et vous voyez que les niveaux de doses requises dans les essais cliniques sont beaucoup plus basses. Un autre élément, c'est ce qui se passe par exemple en Angleterre. Là, vous voyez en fait l'évolution d'une prescription d'un patient insuffisant cardiaque avant sa prise en charge et après sa prise en charge. Et ce que vous pouvez voir, c'est que là encore, on retrouve des taux d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui se situent à 45%, les bêta-bloquants aux alentours de 30%. Donc des choses qui sont en deçà de ce qui peut être attendu sur la base des données des essais cliniques. Quand on regarde un peu quelles sont les causes, en fait, la plupart du temps, on dit on est encore en titration. Mais bon, quelque part, ça veut dire qu'on n'est pas la capacité de vraiment titrer. Ici, je vous ai rajouté une diapositive qui montre en fait les données en fait de l'administration des vétérans sur des patients très nombreux, puisque vous voyez sur le tableau du bas, en fait, les IEC, ils avaient plus de 18 000 patients. Ils les ont suivis de 2015 à 2019, avec en suivant en particulier l'évolution du sacubitril, le valsartan. Et vous voyez que sur le dessin du haut, la partie la plus haute, on arrive finalement à une prescription en 2019 de 26,5%. Le papier a été publié tout à fait récemment, enfin le mois dernier. On voit aussi que pour les IEC, alors qu'on est en 2019, eh bien, on retrouve toujours des taux qui sont assez faibles, 21% seulement des patients qui reçoivent une dose de 100%, plus de 50% qui reçoivent une dose inférieure à 50%, et on regarde sur le taux de prescription du sacubitril valsartan, 76% qui reçoivent moins de 50% de la dose et seulement 18% qui reçoivent plus de 100% de la dose. Alors est-ce que ça a une signification? Eh bien oui, ici vous avez en fait le pourcentage de décès cumulés en fonction en fait du taux de prescription. En haut, vous voyez en fait la mortalité des patients qui reçoivent soit 50% des IEC, soit 50% des bêta-bloquants, et vous voyez qu'on retrouve environ à 2 ans près de 25% de décès cumulés. Tout en bas en noir, eh bien, vous voyez quand on est à 100% des IEC, 100% des bêta-bloquants, vous voyez qu'on est plutôt quelque chose autour de 8%, et lorsque on a l'un ou l'autre au-dessus de 50%, on se retrouve en situation intermédiaire. Juste une petite étude sur l'intérêt de la titration, donc qui montre, enfin c'est un petit groupe, 2 petits groupes, 20 patients dans chacun des groupes, et on se rend compte que lorsqu'on a la capacité de titrer, à 4 mois, on arrive à 76% des valeurs de dose nécessaires, enfin indiquées dans les essais, et qu'on voit à 6 mois, on est à plus de 90%, alors que lorsqu'on est dans le groupe contrôle, à 6 mois, on est encore qu'à 50%. Alors, comment on explique un peu cette difficulté? On sait qu'on a une démographie qui est en baisse, on a la complexité de la pathologie entre les insuffisances cardiaques, fraction d'éjection préservée ou altérée. Il y a également une évolution rapide des recommandations de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, on pourra un peu en discuter. L'agenda des médecins généralistes et des cardiologues, et puis il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre de comorbidités qui sont associées, qui vont ralentir en fait la prescription du fait des effets secondaires potentiels. Et puis après, on a évidemment
le patient lui-même qui peut avoir une certaine réticence ou une certaine inobservance. Donc tout ça, ça conduit que les patients sont à haute dose non recommandée et, comme on a pu le voir sur la diapo précédente, qu'en fait, il y a une perte de chance en matière de décès et de réhospitalisation. Alors, ce qui a pu être montré, notamment par la Haute Autorité de Santé en France, c'est que pour titrer, le délai moyen pour un cardiologue était de 4 à 6 mois. Et on va voir ici que dans le cadre d'une C6, le délai moyen est plutôt de 4 à 6 semaines. Donc, on a un gain important pour le patient. Voilà ce que j'avais à dire. Je passe maintenant la parole à Sandrine. Oui, donc je vais vous parler de la mise en place de la consultation de titration infirmière. Donc là, l'infirmière spécialisée va avoir une place importante dans la coordination du parcours de soins du patient insuffisant cardiaque. Donc tout d'abord, le diagnostic va être posé au cours de l'hospitalisation. Donc il va être proposé au patient de bénéficier du protocole de coopération. Et donc il pourra bénéficier des consultations de titration et ou de la télésurveillance. Donc au cours des consultations de titration, l'infirmier va réaliser une éducation thérapeutique. Et à la fin de ces consultations de titration, il va vérifier que le patient retourne bien vers son cardiologue référent et vers son médecin traitant. Donc certains patients auront la chance de bénéficier de réadaptation cardiaque. Et pour les patients en télésurveillance, s'il y a une aggravation, une décompensation cardiaque importante, on pourra les voir directement dans notre consultation, dans notre service en consultation d'urgence. C'est une consultation non programmée, ce qui permet de voir le patient dans les 24 à 48 heures et lui évite de passer par les urgences, et ce qui permet de l'hospitaliser directement dans notre service si besoin. Donc dans le cadre du protocole de coopération, donc le patient pourra bénéficier de consultations de titration, comme je vous le disais, de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, mais également de la télérythmologie. Et l'infirmier a également un rôle important de coordination et d'orientation de nos patients. Et pour ce qui concerne de l'HAD, c'est un de nos projets futurs. Donc là, c'est l'algorithme de répartition donc, du protocole de coopération. Donc on voit en bleu donc, les actions réalisées par le cardiologue et en vert les actions réalisées par l'infirmier. Donc le patient est adressé par le cardiologue à l'infirmier qui va vérifier les critères d'éligibilité. Si le patient est éligible, il va proposer au patient de bénéficier du protocole. Le patient a le droit d'accepter ou de refuser. S'il refuse, il poursuit son suivi cardiologique habituel. S'il accepte, il pourra bénéficier de la télésurveillance ou des consultations de titration. Et donc si le patient est non éligible, il pourra bénéficier de son suivi cardiologique habituel. Donc nous, là, on va plutôt vous parler de la consultation de titration infirmière. Donc là, voici notre équipe. Donc nous avons une équipe de cardiologues qui nous forment, nous supervisent et nous délèguent les actes médicaux. Donc nous avons le professeur Damy, le professeur Itinger et le docteur Oguina. Actuellement, nous sommes 3 infirmiers, donc ma collègue Aurélia, mon collègue Michel et moi-même. Donc nous avons notre chef de projet de l'article 51, Madame Duchesne, et notre cadre, Madame Charrier. Donc lors de la consultation de titration, donc l'infirmier va être amené à réaliser des actes médicaux. Donc il va tout d'abord réaliser un examen clinique à la recherche de signes congestifs. Donc il va rechercher des œdèmes des membres inférieurs, il va rechercher une turgescence jugulaire, il va ausculter les poumons à la recherche de crépitants. Il va également ensuite interpréter l'électrocardiogramme et il va également interpréter la biologie qui aura été faite une semaine avant la consultation de titration. Et au vu de tous ces éléments, l'infirmier va prendre en fin de consultation la décision de majorer ou non les traitements de l'insuffisance cardiaque. Donc lors de la consultation de titration, l'infirmier peut, dans le cadre du protocole, prescrire la majoration des traitements de l'insuffisance cardiaque, donc tous les 15 jours jusqu'à l'obtention de la dose maximale tolérée. Donc les traitements qui vont pouvoir être titrés, donc on va avoir les bêta-bloquants, les IEC ou l'Entresto ou bien les ARA2, les anti-aldostérone, le Procoralan, et pour la dapagliflozine, on verra tout à l'heure, donc il n'y a qu'un seul dosage de 10 mg et on le verra, donc les infirmiers n'introduisent pas les médicaments, ils les augmentent ou ils les diminuent. Le rôle de l'infirmier, ce sera plutôt de surveiller les effets secondaires dus à la dapagliflozine. Et donc ensuite, l'infirmier prescrira une surveillance biologique avec une biologie prévue à la maison. Donc là, ce sont les recommandations qui dataient de 2016, donc pour les patients à insuffisance cardiaque à effet réduite. Donc auparavant, donc, il fallait tout d'abord titrer en premier lieu les IEC et les bêta-bloquants. Si malgré tout le patient restait symptomatique avec une FEVG inférieure à 35%, on introduisait les anti-aldostérone. Si le patient était encore symptomatique avec une FEVG inférieure à 35%, on pouvait lui proposer d'introduire l'Entresto à la place des IEC, on faisait un switch. Et si il avait une fréquence cardiaque élevée supérieure à 70 et qu'il était toujours en rythme sinusal, on pouvait rajouter l'ivabrazine. Et donc on voit à gauche que les diurétiques sont à visée symptomatique. Donc depuis le mois d'août, on a de nouvelles recommandations donc pour les patients à FEVG réduite. Donc là, en fait, pour les traitements, on voit qu'il faut
tout introduire assez rapidement et les titrer assez rapidement, en alternance les uns avec les autres. Donc ça, c'est ce qui concernera l'infirmier. Donc titrer les IEC, l'Entresto, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone, mettre des diurétiques s'il y a des signes congestifs. Et donc la dapagliflozine, ce sera la surveillance de ces effets secondaires. Donc ensuite, pour l'indication des poses de défibrillateurs et de la resynchronisation, ça relève du cardiologue. Et donc c'est important que l'infirmier connaisse quand même les recommandations. Et donc si malgré tout les patients demeurent symptomatiques, il faudra envisager donc des traitements recommandés en classe 2. Donc là, c'est l'algorithme de prise en charge lors de la consultation de titration. Donc on voit dans les carrés rouges les actions qui nécessitent l'aval du délégant, et les carrés bleus, c'est ce que l'infirmier peut réaliser en autonomie. Donc au cours de la consultation de titration, donc l'infirmier va mesurer la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Si le patient est bradycarde, donc il ne majorera pas les bêta-bloquants. S'il est sous ivabradine, on pourra envisager d'arrêter l'ivabradine pour pouvoir majorer les bêta-bloquants. Mais pour arrêter l'ivabradine, il faudra l'aval du cardiologue délégant. Ensuite, si le patient est en hypotension, donc on pourra envisager d'arrêter les traitements antihypertenseurs si le patient en a. Donc là également, il faudra faire appel au délégant pour arrêter ces traitements. Donc ensuite, le patient va rechercher des signes congestifs chez son patient. S'il en a, il ne majorera pas les bêta-bloquants. Et ensuite, il va interpréter l'électrocardiogramme. Donc sur l'électrocardiogramme, il va regarder donc, la largeur des QRS et l'espace PR. S'il y a une majoration importante des QRS et du PR, l'infirmier ne majorera pas les bêta-bloquants. Donc il y a un algorithme qui a été créé aussi pour interpréter l'électrocardiogramme. Donc ensuite, l'infirmier va prendre les résultats de la biologie qui aura été fait une semaine avant la consultation. Donc il y a différents cas de figure. Donc en partant par la gauche, si le patient a une T-proBNP qui est stable avec une urée et une créatinine élevée, il pourra diminuer les diurétiques et majorer les bêta-bloquants. Si le patient a une T-proBNP qui est stable avec une créatinine stable et une kaliémie normale, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. L'infirmier pourra majorer en alternance les IEC ou l'Entresto ou bien les bêta-bloquants ou les anti-aldostérone. Si le NT-proBNP est majoré avec une créatinine stable et une kaliémie normale, dans ces cas-là, on majorera plutôt les IEC ou l'Entresto ou les anti-aldostérone. Et tout à droite, si le patient a un NT-proBNP majoré avec une créatinine majorée, dans ces cas-là, il faut faire appel au délégant. Et donc il y a plusieurs cas de figure. Soit la volémie est basse, dans ces cas-là, on diminuera les diurétiques. Si la volémie est normale, on diminuera les IEC, l'Entresto ou les anti-aldostérone. Et si le patient a des signes congestifs, dans ces cas-là, on majorera les diurétiques. Donc si le patient est en rythme sinusal et qu'il a toujours une fréquence cardiaque supérieure à 70, on pourra envisager donc l'introduction de l'ivabradine, mais il faudra faire pour cela appel au délégant. Et donc pour l'introduction du Forxiga, donc c'est également sur décision du délégant. Donc là, c'est l'algorithme d'adaptation thérapeutique que nous avons en consultation de titration. Donc on a les différentes molécules qui sont utilisées. Donc tous les médicaments sont répertoriés sur cet algorithme. S'il y a un médicament qui n'apparaît pas dessus, c'est que vous n'êtes pas autorisé à le titrer. Donc en fait, par exemple pour le bisoprolol, la dose initiale c'est du 1,25 mg. On va le majorer tous les 15 jours en majorant de 1,25 mg jusqu'à la dose maximale de 10 mg. Donc avant l'initiation, on voit bien l'initiation, c'est pas l'infirmier qui l'a fait, il faut l'avis du délégant. Donc on vérifiera que le patient soit euvolémique, qu'il ait une hémodynamique stable, qu'il soit à distance d'un choc cardiogénique qui date de plus d'un mois, qu'il ne soit pas bradycarde, qu'il ne soit pas hypotendu. Et ce qui est important aussi, c'est que sur l'électrocardiogramme, il faudra vérifier que le patient ne soit pas en BAV2 ou BAV3. Donc on a les mêmes recommandations pour chaque classe médicamenteuse. À droite, on a les médicaments qu'il ne faut pas administrer aux femmes enceintes et les traitements qu'il ne faut pas associer entre eux. Donc la consultation de titration infirmière, donc les modalités. Donc si pour le moment vous n'avez pas adhéré au protocole et que l'infirmier n'est pas titulaire d'un DU et qu'il n'a pas été formé au protocole de coopération, il faut qu'il y ait une supervision médicale permanente pour chaque patient. Donc ce qui est possible de faire, c'est que l'infirmier peut réaliser l'auscultation du patient et ensuite le cardiologue vient en fin de consultation pour prendre la décision avec l'infirmier d'adapter les traitements et pour réaliser les ordonnances. Donc nos plages de consultation sont limitées à pas plus de 6 patients par consultation, puisqu'en fait nos consultations sont un peu plus longues car les infirmiers font de l'éducation thérapeutique et ils ont également un rôle de coordination du parcours de soins du patient. Donc là, on revient au petit schéma du début. Donc en fin de consultation de titration, l'infirmier a un rôle important. Il doit s'assurer que le parcours de soins du patient est bien défini et structuré. Donc il reverra rapidement son cardiologue avec une échographie cardiaque de contrôle, ou bien qui sera réévalué en hôpital de jour et qui voit rapidement son médecin traitant également. Donc là, un petit exemple de consultation de titration.
Donc là, c'est Julie, votre interne du service de cardiologie, qui vous adresse Monsieur Antoine, qui a 65 ans en consultation titration à sa sortie d'hospitalisation après un choc cardiogénique qui a permis de révéler une CMD idiopathique. Donc ce patient, il a une FEVG à 15%, il a pour traitement du Ramipril 1,25, du Lasix 125 et il prend 4 Diffuca. Donc c'est constante, il a une fréquence cardiaque à 85, une pression artérielle à 102,66, sans hypotension orthostatique. Donc comment programmer vos consultations de titration? Donc comme on disait, il faut attendre 15 jours entre chaque majoration des consultations de titration. Et donc là, comme le patient a fait un choc cardiogénique, on va attendre un mois avant d'introduire les bêta-bloquants. Donc là, il a déjà du Ramipril 1,25, donc on va le majorer tous les 15 jours jusqu'à la dose maximale de 10 mg. Donc il nous faudra environ 5 consultations pour titrer le Ramipril. Pour le bisoprolol, donc comme on le disait, il n'a pas encore été introduit, il sera introduit au bout d'un mois. On majorera tous les 15 jours jusqu'à obtenir la dose cible de 10 mg, donc ça nous fait à peu près 6 consultations. Donc pour la spironolactone, si on envisage de l'introduire, donc il faudra à peu près 2 à 3 consultations. Donc en fait, il vous faudra prévoir environ 5 à 10 consultations pour titrer ce patient. Et donc moi, je vous conseille de prévoir plus de consultations que moins. C'est plus simple d'annuler des consultations, ça vous fera des places pour vos autres patients, plutôt qu'après de trouver des places pour titrer ce patient pour ajouter des consultations sur des consultations qui seront déjà pleines. Donc là, vous voyez votre patient en première consultation de titration à 15 jours de sa sortie. Donc il n'a pas de signe congestif et donc il a une pression artérielle à 100 à 67, une fréquence cardiaque à 78. Donc vous interprétez l'électrocardiogramme, on le compare toujours à l'électrocardiogramme de la consultation précédente, il est stable. Et donc là, au niveau de la biologie, il a une créatinine à 125, une kaliémie à 4. Et donc comme on disait tout à l'heure, son traitement c'est du Ramipril à 25, du Lasix 125 et 4 Diffuca. Donc pour ce patient-là, donc selon le choix du délégant, en fait, on a décidé de faire un switch rapide. Donc on a remplacé les IEC par de l'Entresto. Donc pour cela, en fait, il faut arrêter le Ramipril et 36 heures après, il faut introduire l'Entresto. Et donc comme on a moins d'un mois du choc cardiogénique, pour le moment, on ne peut pas introduire les bêta-bloquants. Alors, donc pour l'Entresto, il faudra vérifier l'absence de contre-indication avant de l'introduire. C'est-à-dire que le patient n'a pas d'allergie connue à l'Entresto et qu'il n'ait jamais eu d'angioedème. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo, hein, le patient qui a un angioedème, qu'il ne soit pas hypotendu avec une pression artérielle à 100 mm de mercure, qu'il ne soit pas en hypercalémie supérieure à 5,4 mmol et qu'il n'ait pas un DSG inférieur à 30. Donc il faudra également surveiller l'absence d'effets secondaires quand vous aurez initié ce traitement. Donc il faudra sensibiliser le patient sur le risque d'angioedème et s'il en a un qui apparaît, il faut qu'il se rende immédiatement aux urgences ou qu'il contacte le 15. Il faudra surveiller l'apparition d'une hypotension, surtout orthostatique symptomatique, surveiller qu'il n'y ait pas d'altération de la fonction rénale ou d'hypercalémie qui apparaissent. Et ce qui est important, c'est au niveau de la biologie, pour l'Entresto, il faut surveiller le NT-proBNP et non pas le BNP. Donc là, c'est une petite fiche qu'on a en consultation de titration. Donc le patient, donc il y a une biologie de surveillance qui va être faite après l'initiation de l'Entresto. Donc on fera le ionogramme urée-créatinine une semaine après l'introduction. Et donc après la majoration, ça va dépendre de la fonction rénale. Donc si la clairance est supérieure à 90 avec une kaliémie inférieure à 4,5, on fera une biologie une semaine après la fin de la titration de l'Entresto. Si la clairance est inférieure à 90 avec une kaliémie supérieure à 4,5, dans ces cas-là, il faudra faire la biologie de contrôle une semaine après chaque majoration de l'Entresto. Donc il y a 3 dosages différents de l'Entresto. Donc la dose minimale est l'Entresto 24 par 26. La dose intermédiaire, c'est 49 par 51. Et la dose maximale, c'est 97 par 103. Donc l'Entresto se titre très rapidement en 3 consultations. Donc là, pour notre patient, du coup, on a arrêté le Ramipril et initié l'Entresto. Et donc on lui demande une biologie de contrôle une semaine après la consultation de titration. Donc là, ce patient, on l'a revu en deuxième consultation de titration 15 jours plus tard. Donc il va bien malgré quelques vertiges quand il se lève brutalement. Il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque. C'est constant, il a une fréquence cardiaque à 79, une pression artérielle à 107,69. Son électrocardiogramme, il est stable. Et au niveau de la biologie, il a une natrémie à 138, une kaliémie à 4,1 et une créatinine qui est majorée à 150 micromol. Donc là, la majoration, elle est inférieure à 20%, donc on va dire que c'est acceptable. Donc nous, qu'a-t-on fait pour ce patient? Donc en fait, on lui a donné des recommandations sur la gestion de l'hypotension orthostatique. Donc on lui a dit de se lever lentement. S'il boit peu, on peut lui dire de boire un petit peu plus d'eau et on peut lui proposer également des bas de contention.
Donc là, on a introduit les bêta-bloquants pour ce patient, étant donné qu'on est à distance du choc cardiogénique, on a plus d'1 mois. Et étant donné que la fonction rénale s'est dégradée, donc on va plutôt privilégier la majoration de l'Entresto. Donc dans quel cas on va privilégier plutôt les IEC et l'Entresto plutôt que les bêta-bloquants. Donc on privilégiera les IEC et l'Entresto si le patient il a des signes de décompensation cardiaque, c'est-à-dire qu'il a des signes congestifs, qu'il a des peptides natriurétiques qui sont élevés, s'il est hypertendu ou si, comme dans notre exemple, il est proche d'un choc cardiogénique. Il a un choc cardiogénique récent. Donc on privilégiera les bêta-bloquants si le patient il a des troubles du rythme, donc ça on le voit à l'ECG, s'il a des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, s'il a une hyperexcitabilité, s'il a une fréquence cardiaque qui demeure élevée à plus de 70 par minute, s'il a une insuffisance rénale hors bas débit ou une hypercalémie, ou s'il présente des hypotensions orthostatiques. Donc on va vérifier l'absence de contre-indication au bêta-bloquant. Donc il ne faut pas que le patient soit en BAV2 ou BAV3, donc c'est très important de rechercher ça sur l'électrocardiogramme. Il faudra vérifier que le patient n'ait pas d'asthme vrai, qu'il n'ait pas une pression artérielle inférieure à 90, qu'il n'ait pas un choc cardiogénique récent, qu'il ne soit pas bradycarde inférieur à 55 et qu'il ne soit pas en décompensation cardiaque. On vérifiera également l'absence d'effets secondaires après la mise sous bêta-bloquant, donc qu'il n'ait pas une asthénie qui soit apparue, qu'il n'ait pas une bradycardie importante avec des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire visible à l'ECG, qu'il n'ait pas d'aggravation de l'insuffisance cardiaque avec une décompensation cardiaque et un choc cardiogénique, qu'il n'ait pas d'hypotension qui soit apparue, ni des troubles de l'érection ou de la libido. Et donc les effets secondaires de type asthénie et hypotension disparaissent assez rapidement en 1 à 2 semaines. Donc en cas d'effet secondaire, il faudra diminuer ou arrêter les bêta-bloquants si le patient a une décompensation cardiaque modérée à sévère, si il a une asthénie mal tolérée qui est invalidante et qu'il a des sensations de malaise, ou s'il a une hypotension orthostatique symptomatique. Dans ces cas-là, on pourra diminuer de moitié le bêta-bloquant ou revenir à la dose précédente qui était bien tolérée par le patient. Et comme je vous le disais, à l'électrocardiogramme, il faudra rechercher le BAV2 ou BAV3. Si vous en avez un, c'est une urgence, il faut contacter immédiatement le délégant qui vous fera arrêter les bêta-bloquants. Donc là, notre patient, donc ce qu'on a fait, donc on a introduit les bêta-bloquants, donc c'est le bisoprolol 1,25 mg par jour. On a diminué le Lasix de façon à lui permettre de récupérer au niveau de la fonction rénale, étant donné que le patient est non congestif, on peut se permettre, ce qui nous permettra de faciliter la titration de l'Entresto lors de la prochaine consultation. Et donc, vu qu'on diminue les diurétiques, on va diminuer également le potassium afin d'éviter une hypercalémie. Et donc, du coup, on a demandé une biologie de contrôle 1 semaine après la consultation. Donc, en fin de consultation de titration, donc le patient il a été titré de manière alternée pour l'Entresto et les bêta-bloquants jusqu'aux doses maximales tolérées. Donc, on a titré le patient en 7 consultations. Donc, il est sous Entresto 97 par 103 matin et soir. Et il est sous bisoprolol 10 mg. On a fait réaliser une échographie de contrôle à 2 mois. Donc il a bien récupéré au niveau de la FEVG, il est passé de 15% à 40%, ce qui montre bien l'utilité d'avoir une consultation infirmière qui permet de titrer rapidement les patients. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va vous passer un petit film qui va durer 3 minutes pour vous montrer un petit peu en pratique, au-delà de ce qu'on a pu exprimer, comment ça se passe dans la vie réelle. Donc, si on peut avoir le petit film, et on se retrouve après pour les questions. Bonjour Sandrine, je viens de parler de monsieur Antoine, il va sortir d'hospitalisation pour décompensation cardiaque. Est-ce que tu peux le voir en titration s'il te plaît? Oui, on va vérifier les critères d'inclusion ensemble. Si je peux regarder la fiche avec toi s'il te plaît. Alors, donc, monsieur Antoine, l'interne d'hospitalisation est venu me voir pour vous proposer des consultations de titration. Donc, je vais pouvoir le titrer tous les 15 jours. Donc, ça va me faire 5 consultations de titration. Alors, donc, monsieur Antoine, avez-vous compris pourquoi les cardiologues vous ont adressé à nous en consultation de titration infirmière? Est-ce que vous êtes essoufflé plus que d'habitude? Vous êtes essoufflé pour quel type d'effort? Le potassium, vous êtes à 4,5, c'est très bien. On va regarder la fonction rénale, la créatinine est à 100, donc elle est stable. Alors, donc, monsieur Antoine, je vais vous demander de regarder vers le mur, s'il vous plaît. Donc, j'appuie un peu sur le foie. Et donc, en fait, il faut le faire progressivement. Vous le faites au niveau des pieds, au niveau des chevilles, au niveau des mollets.
Alors, donc, monsieur Antoine, je vais interpréter votre électrocardiogramme. Ça va prendre 5 petites minutes. Donc là, vous avez un rythme cardiaque qui est à 87 par minute, donc ça va. On va pouvoir majorer les traitements. Vous avez encore de la marge. Est-ce qu'au niveau de la fonction rénale, vous avez déjà eu des problèmes d'insuffisance rénale? Non, non plus. Donc c'est parfait. Donc tout va bien au niveau de la prise de sang, au niveau de vos antécédents, tout est correct également. Donc on va pouvoir faire la prescription et majorer le ramipril. Donc le reste du traitement ne change pas. Là, vous avez l'ordonnance pour faire la prise de sang de contrôle dans 1 semaine. Et donc là, c'est la convocation pour dans 15 jours. Donc là, je vois que la créatinine s'est un petit peu majorée depuis la dernière fois et l'urée également. Alors, est-ce que vous pouvez me tirer la langue, s'il vous plaît? Donc, vous avez ce qu'on appelle la langue rôtie. Donc, je vais voir avec le professeur Ittinger, il va falloir qu'on réajuste les traitements. C'est rien de bien méchant, mais il va falloir qu'on agisse sur les traitements diurétiques. Allô, professeur Ittinger, bonjour, je suis en consultation de titration avec monsieur Antoine, qu'on revoit pour la 3e fois. Oui, vous avez besoin de moi? Écoutez, c'est très bien, parce que je viens juste de finir avec un patient, donc j'arrive. Bonjour monsieur Antoine, comment allez-vous? Bonjour docteur, écoutez, on fait aller avec des hauts et des bas, et puis voilà quoi. Ce qu'on va faire, on va diminuer le Nasilix et puis les apports potassiques. Très bien, monsieur Antoine, pour moi, c'en est fini. Donc, je vous laisse entre les mains de Sandrine. Alors, donc, monsieur Antoine, avez-vous des questions sur ce qui a été prescrit par le professeur Ittinger? Vous avez bien compris les traitements? Donc, rebonjour. Merci beaucoup Sandrine et monsieur Ittinger pour ce topo. J'espère que vous avez pu réussir à suivre. Donc, c'est évidemment un concentré de ce qui se passe finalement après pendant la formation en protocole, hein. Tout ça est bien plus détaillé. Donc, j'espère que vous avez pu suivre. Vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat directement, ou vous pouvez lever la main aussi, je vous rappelle, pour pouvoir prendre la parole directement. C'est aussi sympa, vous êtes assez nombreux, donc voilà. N'hésitez pas à lever la main ou écrire directement la question. Je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à dire avant de répondre à une première question. Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Effectivement, c'était un peu concentré. Bon, le petit film, j'espère qu'il vous a permis de voir un petit peu comment ça peut se passer d'un point de vue organisationnel. Et là, maintenant, on attend vos questions, comme le disait Armel, soit directement, soit au travers du chat. Alors, il y a une première question de Marie à Chalon-sur-Saône sur l'enchaînement, finalement, si je comprends bien la question, dans la titration, la modification des doses par molécule simultanément, donc 2 molécules en même temps sur une même consultation de titration. Donc Sandrine, peut-être? Oui. Donc du coup, c'est une très bonne question. Donc en fait, dans le protocole de coopération, on majore une molécule par une molécule. C'est une question de sécurité. Si vous majorez en même temps les bêta-bloquants et les IEC et que le patient fait un effet secondaire, vous ne saurez pas si c'est dû aux bêta-bloquants ou aux IEC. Et c'est également pour permettre aussi aux patients d'améliorer la tolérance aux différents traitements. Et nous, on a la chance dans la consultation infirmière de pouvoir revoir le patient tous les 15 jours, donc on peut le titrer assez rapidement. Donc il n'y a pas de raison d'introduire les traitements en même temps. Et le protocole, de toute façon, ne l'autorise pas. Il faut vraiment, c'est un protocole de manière à ce que tout soit sécurisé pour le patient et pour l'infirmier également qui exerce, de façon à ce qu'il soit rassuré et qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Moi, ce que je peux rajouter aussi, surtout quand on démarre, c'est important en fait de ne pas mettre l'infirmier ou l'infirmière dans une situation compliquée. Il faut bien comprendre qu'il y a toute une partie de formation et d'acquisition finalement aussi d'un certain degré de confiance. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Alors après, il y a des stratégies pour essayer d'aller d'un peu plus vite, mais je pense que quand on débute, il est vraiment important de respecter ce protocole et
de bien créer ce lien de confiance entre le délégant et la déléguée. Et j'ajouterais que c'est un des avantages du protocole de coopération, c'est de prendre le temps, c'est d'organiser justement des consultations infirmières qui du coup peuvent se faire posément et donc optimiser le traitement. Le but c'est quoi? C'est vraiment d'optimiser le traitement le plus vite possible le plus vite possible, mais dans les règles de l'art en fait, des recommandations et des règles d'usage. Donc pourquoi se priver et vouloir accélérer alors qu'on peut prendre le temps? Le patient aussi, ça lui permet d'intégrer au fil de l'eau les effets secondaires, les règles d'usage, discuter des posologies, du moment de le prendre, le matin, le midi, le soir, etc. Et donc, c'est un temps qui est vraiment utile aussi, et je pense que ce serait gaspillé finalement, c'est toutes ces opportunités qui sont très importantes pour l'observance in fine pour le patient. Et son adhésion pure et simple au traitement. Alors je pense que le côté adhésion au patient est quelque chose qui est vraiment très important à prendre en considération. Et en fait, on se rend bien compte qu'au cours de la première consultation, finalement, ce niveau d'adhésion, de reconnaissance du patient par le délégant et l'infirmière et le patient par rapport aux deux autres est quelque chose de vraiment essentiel. Donc il y a vraiment, on voit bien que c'est avec le temps finalement que les patients se forment, comprennent, et c'est souvent au bout de la deuxième, troisième, voire quatrième consultation que véritablement on peut se rendre compte s'il y a adhésion ou pas. Alors je vois, pour enchaîner sur les questions, une question sur la rémunération des consultations infirmières, qui est toujours une question évidemment brûlante et importante. On va en parler sur la deuxième matinée, donc la semaine prochaine, jeudi prochain. Si on a le temps, je vous en touche un mot tout à l'heure, mais on va vraiment en parler la semaine prochaine. En combien de temps vous avez pu monter votre unité, qui est remarquable, c'est gentil. Ça s'est fait au fil de l'eau, mais finalement les titrations, ça a été la première chose, en l'occurrence, qui a été mise en place avec Diane Baudez à l'époque, qui accompagnait Michel et Sandrine. Donc ça s'est fait, on a commencé, vous avez pris le poste en octobre, je crois, et dès novembre, les premières consultations ont commencé en compagnonnage. Donc on va dire que c'est vraiment une question de libérer le temps de chacun, en fait, au départ, pour le compagnonnage. C'est ça qui va faire toute la différence sur votre vitesse de progression. En quoi consiste la formation? Lieu, durée, tarif. Alors on peut vous envoyer les flyers sur la formation. On va vous les envoyer dans la foulée, peut-être aujourd'hui du coup. Donc la prochaine session aura lieu au printemps prochain. On s'organise pour qu'elle soit alternative possible avec le DUI insuffisance cardiaque, de sorte que ça puisse être jouable en fait pour une personne, d'allier les deux. Et c'est des séries de 2 jours en fait. Donc il y a 7 jours au total et une journée à distance. Alors ça va un peu vite. Est-ce que tous les IDE ont le DU insuffisance cardiaque? Oui. Alors je sais pas, tu veux répondre, Sandrine, un peu pour changer on ma l'a voix? tous. Donc alors moi, ça faisait longtemps que je l'avais. Ça faisait 7 ans que j'étais titulaire du DU. Et ensuite le protocole a été créé. On m'a proposé ce poste et j'étais très contente. Ça m'a permis d'appliquer ce que j'avais appris au cours du DU et être un petit peu plus autonome dans le cadre de ma fonction infirmière et un petit peu plus décisionnaire. Donc c'est très enrichissant. En fait, il y a vraiment tous les cas de figure. Il y en a qui ont effectivement le DU depuis un moment, comme Sandrine. Il y a certains qui font le DU après la formation des 7 jours au protocole de coopération, parce qu'il y a tout simplement des histoires de temps, des histoires effectivement pécuniaires, de validation, de financement, d'autorisation par les structures dans lesquelles les infirmières exercent. Pour les infirmiers libéraux, faut qu'ils fassent leur modèle de business formation. Etc. Donc tous les schémas sont possibles. Le tout, c'est qu'à l'arrivée, il faut qu'il y ait tout, c'est-à-dire le DU et la formation au protocole de coopération et le compagnonnage pour pouvoir adhérer concrètement au protocole. Ça aussi, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Peut-être qu'on peut prendre la question sur le délégant et de savoir un peu si ça se passe sur place ou bien par téléphone. Donc là encore, au démarrage, moi je vous suggère d'être sur place, parce qu'il faut vraiment être derrière et à proximité pour faire le lien avec l'infirmière. Après, avec le temps, quand la relation est bien définie, ça peut pas se passer par téléphone. Par téléphone, on perd quand même quelques éléments d'information. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est il y a un groupe WhatsApp, parce que quelque part, on a besoin aussi d'un certain nombre d'informations, par exemple sur l'électrocardiogramme, sur des données biologiques. Donc moi, j'aurais tendance franchement à dire que dans un premier temps, il faut être
sur place. Et puis après, une fois que la relation est vraiment bien établie, que la notion de confiance existe véritablement, après, effectivement, on peut se déplacer, mais en essayant, en le réservant pour des cas relativement exceptionnels. Alors, je vois deux autres questions, merci beaucoup. Je vois deux autres questions qui sont aussi très récurrentes. Est-ce qu'une infirmière libérale peut participer au protocole? Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut être au domicile? Tout à fait. Il y en a qui commencent à essayer de le mettre en place. Je ne peux pas vous dire, de donner d'exemple parce que, pour la petite histoire, l'infirmière en question qui était vraiment branchée sur ce modèle, elle est en train de finaliser son process de formation. Mais c'est tout à fait son idée. Et donc, après, comme disait Monsieur Ittinger, certainement au début du compagnonnage, il faut que ça se fasse en cabinet pour pouvoir monter en compétences. Mais après, il n'y a aucune raison, mais il faut quand même pouvoir faire un ECG à la maison. Donc après, la technologie moderne permet ça. Donc c'est ce qu'elle est en train d'étudier. Donc après, c'est des histoires de matériel. Mais ça peut se faire. Enfin, en tout cas, le protocole est prévu pour que ça se fasse dans toute modalité d'exercice. Il y avait la notion, le temps, la durée, en fait, comment vous calculez le nombre de consultations nécessaires. Elle est passée la question, mais j'ai vu cette question sur le fait qu'il faut tout démarrer en même temps. Combien de temps, comment on évalue le nombre de consultations qu'il va falloir faire? Alors on recherche déjà le traitement de base du patient. Donc s'il a du ramipril 25, on sait qu'on devra atteindre la dose de 10 mg, donc on va majorer tous les 15 jours. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faudra à peu près 5 consultations. Donc on voit le traitement de base, on envisage ce qu'on projette de titrer pour ce patient-là, et ça nous permet de savoir à peu près combien de consultations il nous faut. Le maximum qu'on a mis, c'est 10, mais c'est vraiment très rare, et en général, c'est entre 5 et 6 consultations. Qui sont programmées. Donc c'est souvent 3-4. Pardon? En moyenne, c'est souvent 3-4, oui. Et ça dépend si le patient a une réadaptation cardiaque. En fait, il a déjà été titré en réadaptation cardiaque. Et souvent, en fin de réadaptation, on rajoute 1 à 2 consultations. C'est très rapide, en fait. Donc ça arrive effectivement que vous programmiez des consultations, puis finalement, entre-temps, par chance, parce que c'est quand même une chance, vous le savez tous, pour le patient d'accéder à la réadaptation. Et dans ces cas-là, il passe le relais à la réadaptation, il récupère le patient in fine pour compléter, ou enfin s'il y a besoin. Donc il y a vraiment, tout est possible en fait dans les modalités. Donc il y avait aussi une question sur les nouvelles recommandations avec la prescription des 4 médicaments. On nous demandait comment on allait faire. Donc là, je dois vous dire qu'on est encore en cours de réflexion sur le sujet. Alors, il faut savoir qu'on est, comme on l'a bien dit, on est dans un protocole expérimental et qu'en fait, on se doit de suivre le protocole. Donc, il est très important de ne pas se mettre en défaut par rapport aux recommandations, par exemple en France, de la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est un sujet sur lequel on débat. Ce qu'on peut dire peut-être un petit peu comme dans l'exemple, c'est vrai que par exemple sur une prescription d'Entresto qui va nécessiter 3 consultations, à la différence par exemple d'un IEC qui va en nécessiter 6, on voit bien que là on peut gagner un peu de temps. Alors c'est toujours un peu la même chose, c'est comment on va au plus vite tout en étant très sécurisant pour l'infirmière et bien sûr pour le patient. Donc on n'a pas encore une formule encore à vous proposer. On y réfléchit, on sait que les choses vont encore évoluer d'un point de vue réglementaire, donc je pense que c'est un sujet sur lequel on va travailler dans les 6 prochains mois justement, en prenant bien en compte ces aspects réglementaires. Mais, oui. Pardon, non, c'est parce qu'en fait je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Allez-y. Non, mais j'ai fini. Il y a une question sur les IPA qui est une question fréquente et la question du temps que tout ça prend pour médecins et infirmiers. Pour le sujet des IPA notamment, vous avez eu les liens vidéo, donc il y en a une que je fais justement sur cette question IPA, protocole de coopération, qui peut-être certainement répond, j'espère, à cette question-là. Je crois que c'est une question qui doit être de la Suisse, mais je ne vois pas le haut de la question, je suis désolée. Je crois que c'est une question de la Suisse par rapport à des IPS, donc j'imagine que c'est ça. Donc en fait, tout à fait, une infirmière de pratique avancée en fait, le protocole de coopération, c'est tout infirmier qui se forme au protocole de coopération. Après, il y a un sujet de législation, donc tout dépend des pays évidemment et de la législation chez vous. Pour la France, les IPA peuvent adapter les posologies, mais par contre, le patient doit être stable. C'est vraiment clairement défini. Et la notion de stabilité est un sujet qui fait grand débat. Mais en tout cas, si on regarde dans les commissions de transparence de la Haute Autorité de Santé en France,
la notion de stabilité d'un patient insuffisant cardiaque, c'est signe égal, donc pas symptomatique, mais symptomatique de façon égale pendant au moins 1 mois. Voilà la notion de la stabilité. À partir du moment où il y a une titration, en général, on peut l'espérer, il y a quand même une amélioration des signes cliniques du patient. Enfin, on peut l'imaginer dans la cinétique. Je vous regarde parce que c'est pas moi qui le fais au quotidien. Donc du coup, il n'y a pas cette notion de stabilité. Donc il y a vraiment un sujet de discussion là-dessus. Au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est que dans les formations IPA, et je ne sais pas pour les IPS chez vous, le sujet insuffisance cardiaque est vraiment un sujet qui dure 1 heure, 2 heures, au mieux une demi-journée, mais tout au plus sur l'ensemble des 2 ans de master. Donc le niveau d'expertise est vraiment fondamental dans cet exercice. Et donc quel que soit le chemin, le parcours de formation, au-delà d'un master ou d'un DU, etc., c'est est-ce que je suis compétent pour faire, donc est-ce que j'ai ce niveau d'expertise? C'est vraiment la question qu'il faut vous poser, délégant-délégué, pour moi, en tout cas. Alors il y a une question sur comment travaillez-vous avec vos confrères cardiologues traitants libéral. Là, c'est une bonne question. En fait, là, comme on vous l'a exprimé, en fait, les patients sont pris en compte pendant un temps et ensuite on l'envoie vers le cardiologue ou le médecin généraliste. Alors, je dirais que c'est assez variable parce qu'il y a des cardiologues, je dirais, qui souhaitent faire eux-mêmes la titration. Donc là, on les laisse faire complètement. Et puis, d'autres, en fait, participent, acceptent. Mais je dois dire que c'est aussi un vrai sujet, et c'est un sujet, disons, sur lequel on travaille beaucoup avec Thibaut, sur ce lien entre la ville et l'hôpital. Et donc, en France, on voit bien qu'il y a un certain fossé, et donc ça fait partie des actions qu'on met en place. En particulier, moi, j'ai pu organiser des choses au travers des différents hôpitaux pour créer un réseau d'hôpitaux s'intéressant à l'insuffisance cardiaque. Et là, on va démarrer un travail avec les cardiologues libéraux qu'on va rencontrer prochainement dans le cadre d'une association. Et puis également, et là aussi c'est peut-être une structure un peu particulière vis-à-vis de la France, c'est de considérer qu'il y a des regroupements de médecins généralistes, notamment ce qu'on appelle les communautés territoriales de professionnels de territoire de santé, je l'avais dans le désordre. Et donc, voilà, ce travail est à faire, il est encore devant nous. Donc, c'est une question vraiment très importante. Et puis, il y avait une autre question sur laquelle je vais traiter rapidement également, sur est-ce qu'on a constaté une baisse des hospitalisations des patients insuffisants cardiaques. Alors, on n'a pas encore les résultats du travail que l'on mène actuellement. Ce que je peux dire, c'est que vis-à-vis des patients titrés, on voit quand même dans bon nombre de cas une très nette amélioration de la qualité de vie du patient. Deuxième chose, on voit une baisse importante des taux de BNP et très souvent on a une amélioration de la fraction d'éjection d'environ 10%. Alors ensuite, on a des patients qui sont titrés et après suivis en télésurveillance. C'est un sujet qu'on verra juste après. Mais bon, globalement, l'impression que l'on a, en tout cas pour les deux, puisqu'on fait un peu les deux, c'est qu'en fait les patients ont bénéficié énormément et on a des patients, enfin on ne veut pas détailler, on a des patients excessivement lourds qu'on arrive à maintenir à domicile dans la titration et avec la télésurveillance. La question de cette collaboration à ville-hôpital, elle soulève aussi la question de la sévérité dont on n'a pas encore parlé. Et qui est effectivement aussi un sujet. Donc dans cette formule C6, le dernier S, c'est la sévérité, parce que ça a été le modèle qui nous a permis d'avoir un financement, et je rejoins la question aussi financement des infirmiers. Effectivement, c'est un gros enjeu, c'est tout l'enjeu de notre article 51 là. C'est de valoriser le fait que en misant sur des infirmiers et en finançant cette prise en charge par des infirmiers, donc des consultations infirmières, ça vaut le coup parce que le patient est mieux in fine et ne reviendra pas à l'hôpital. Et pour cet article 51, ce qui a été mis en avant, c'était la notion de sévérité, c'est-à-dire que les patients qui sont pris en charge dans l'article 51 sont des patients sévères et très sévères. Donc il y a fort à penser que le bon endroit pour soigner un patient très sévère, c'est à l'hôpital, parce qu'il a tout un parcours en fait qui est aussi très hospitalier. Je parle de l'optimisation là, du traitement, et qu'un patient qui serait moins sévère peut tout à fait être titré en ville, puisque en fait il n'a pas de parcours, et le but c'est de l'éloigner de l'hôpital. Donc au contraire, vraiment encore une fois, le protocole il peut se faire en ville et à l'hôpital, et je pense que la notion de sévérité par contre peut être une raison
de le faire plus à un endroit qu'à un autre, en dehors de la logistique aussi. Concrète, hein, d'avoir des box de consultation et d'avoir un cabinet qui permet d'avoir plusieurs consultations parallèles. Alors il y avait une question sur quelqu'un qui avait du mal, qui ne pourra pas être là la prochaine fois, et donc qui s'interrogeait sur est-ce qu'il y a un support. Donc le support, Ah oui. le premier support, c'est celui-ci où normalement que vous avez dû recevoir, et vous avez l'ensemble des diapositives qui vont être présentées aujourd'hui et demain. Et la caméra, pardon. Thibaut nous fait des grands signes pour dire qu'il faut qu'on le montre, Devant mais vous avez dû l'avoir. Hop, voilà. Et la vidéo, après la vidéo sera mise à disposition. Enfin, donc vous pourrez, si vous ne pouvez pas y assister physiquement, vous pourrez avoir la vidéo, la présentation secondairement. Alors, je regarde vite fait encore s'il y a des questions. On a 2-3 minutes. On va faire un temps de pause du coup de 10h à 10h30 tel que c'était prévu. Et ensuite, c'est la télésurveillance qui va vous être présentée, excusez-moi, par le docteur Sylvia Oguina et Aurélia Gauchard. Donc, je regarde vite fait s'il y a d'autres questions, mais on pourra tout à fait. Alors, c'est l'intérêt de ce préceptorat, hein, c'est qu'on a encore une table ronde derrière. Et on a la semaine prochaine. Donc, et vos questions sur le chat, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut les regarder et du coup, on pourra toujours arriver à un moyen de les traiter. Alors, une formation IPA en France sur la cardio est d'environ 15 jours en théorie, plus un stage d'1 mois. Ah non. Alors, oui. Alors, la formation IPA en France, c'est 2 ans. Hein, c'est 2 ans de master plein, à temps plein. 2 ans de master à temps plein et moitié de stage et moitié de théorie. La formule 15 jours et donc 1 mois, là, c'est pas en France. En Suisse, comme IPA, 5 mois de stage. nous avons 5 mois de stage dans le domaine d'expertise. Oui, bah, ça rejoint un peu ça, en fait, hein, les IPA en France. Hein, c'est à peu près de cet ordre-là, la moitié du temps. Le rapport de l'OCDE appuie l'importance d'une formation académique pour ce genre de poste afin d'améliorer les outcomes pour les patients. Très bien, bah, je pense qu'on peut peut-être faire la pause. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Simplement remercier pour l'ensemble des questions et puis remercier de votre écoute. Et puis ça va continuer après une petite demi-heure de pause. Voilà, un bon café à tous. Allez, à tout à l'heure. Merci. À tout de suite.